Bonjour à tous. Vous m'entendez? Bon, merci pour cette invitation. Merci beaucoup. Nous, ça nous intéresse toujours de travailler sur la médiation, de la faire découvrir et de manière active. Vous êtes assez nombreux, donc ce sera intéressant de faire ces ateliers cet après-midi. On va peut-être vous préciser voilà, le déroulé de la journée. On complétera peut-être nos présentations au fur et à mesure. Euh, et voilà, par rapport à l'organisation de cette journée, on a un petit peu revu les choses par rapport au programme, comme ça vous a été dit. Ce qu'on vous propose pour cette matinée, c'est de vous proposer un parcours de découverte de la médiation numérique. Médiation numérique d'ailleurs que on a tendance de plus en plus à nommer médiation numérique des savoirs pour essayer de bien la distinguer, comme vous le verrez, d'une médiation du numérique, ce qui n'est pas la même chose pour nous. Et donc on insistera sur cette petite question-là. Donc évidemment, on va se mettre en contexte dans cette matinée, on définira ce que c'est que la médiation numérique des savoirs. On vous donnera pas mal d'exemples et puis on vous expliquera aussi, c'est Thomas notamment, sur les questions d'identité numérique, comment tout ça s'organise dans l'établissement et comment on peut utiliser quelques astuces qu'on a construites au fil du temps pour faciliter les choses dans les établissements. Cet après-midi, alors il y avait deux groupes de niveau au départ qui étaient proposés dans le programme. Nous, on a plutôt proposé de ne pas faire de groupe de niveau parce qu'en fait, on est sur des questions qui ne sont pas des questions techniques, où il n'y a pas forcément de spécialistes de la médiation. En réalité, quand on est professionnel des bibliothèques, on est déjà très sensibilisé à ces questions de médiation des savoirs. Et du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on s'y prend par le numérique et comment on construit des dispositifs de médiation numérique. Ça, on va le définir ensemble. Enfin, on va vous proposer en fait une définition de ce que c'est qu'un dispositif de médiation déjà. Et puis cet après-midi, on fera ce qu'on appelle nous un poker créatif à partir d'un jeu de cartes qu'on a créé à partir d'un autre exemple qui existait. On vous présentera ça le moment venu. On créera ce qu'on appelle des dispositifs passerelles de médiation en groupe dans deux salles. Et ensuite, on s'amusera à essayer de déterminer les meilleurs dispositifs de médiation numérique par un vote parfaitement démocratique. Et l'idée, c'est d'exercer un peu la créativité de chacun, de se mettre en situation et surtout d'essayer de bien ancrer la médiation dans le lieu, puisque vous verrez que les dispositifs passerelles sont des dispositifs qui sont dans les lieux et qui ne sont pas dans les nuages, puisqu'on oppose souvent les deux à tort, mais qu'il faut aussi prendre en compte cette distinction qui est souvent faite. Donc journée à la fois d'introduction, un peu théorique ce matin, sachant qu'évidemment vous êtes invité à poser des questions et à faire des remarques, y compris pendant notre discours, si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez des remarques ou des réactions. Et puis cet après-midi, voilà, plus active, puisqu'on fera deux groupes donc, avec Thomas. Peut-être qu'on peut commencer du coup maintenant. Ça va, vous êtes prêts? Tout va bien? Vous êtes réveillés? En introduction, j'aime bien préciser les choses en disant que ça fait quelques années qu'on s'intéresse à ces questions de médiation numérique des savoirs et qu'au tout départ, quand on a commencé à s'intéresser à ce sujet-là, notamment le CNFPT est venu nous voir en disant il y a des choses qui se passent dans le numérique, on perçoit bien qu'il se passe des trucs, mais on n'a pas de formations qui sont adaptées. Et effectivement, les formations qu'on avait dans les bibliothèques à l'époque, c'était en 2009, c'était que des ressources numériques ou alors c'était que du web 2.0. À l'époque, on en parlait énormément. On en parle moins évidemment maintenant, mais ça avait aussi des avantages de prendre les choses soit par les ressources, soit par des compétences, mais des compétences applicables à n'importe quel secteur d'activité. Nous, on avait décidé de ne pas prendre les choses par les ressources. On aura l'occasion d'en reparler. Mais l'idée, c'était de dire l'acte d'acquisition d'une ressource numérique n'est pas l'unique chose qu'on peut faire avec le numérique dans les bibliothèques. Loin de là. Et donc, du coup, ça nous semblait très intéressant d'essayer de repenser les questions de médiation par l'angle numérique
avec évidemment énormément de choses qui sont facilitées par tout un tas d'outils de médiation numérique. Donc notre approche dès le départ, c'est pas une approche technique, c'est pas une approche non plus instrumentale du numérique, mais c'est plutôt utiliser l'esprit numérique et puis les outils aussi évidemment du numérique pour, disons, développer une médiation active. Et vous verrez que ça se ressent dans la définition, hein. L'idée, c'est d'aller vers une médiation des savoirs et donc d'appliquer tout ça, non pas à une sorte de vague animation socio-culturelle liée au numérique, mais plutôt à la diffusion de savoir et de savoir-faire le plus précis et le plus défini possible. Voilà. Donc tout ça se connecte à des questions de politique documentaire. Évidemment, on prend toujours les choses dans un angle dans les journées d'études, mais en réalité, tout est lié dans un établissement et dans une politique de médiation dans les bibliothèques, évidemment. Peut-être que... Alors, Thomas se présentera peut-être au moment où tu prendras ta partie, ou tu veux te présenter maintenant? Après, d'accord. Bon, alors du coup, complète je complète ma présentation pour que vous sachiez d'où je parle. Je parle souvent depuis ce blog que vous connaissez peut-être, qui a une dizaine d'années maintenant, et dans lequel j'ai pu expérimenter pas mal de choses liées au numérique par la pratique déjà personnelle, et puis par le fait d'essayer de prendre un petit peu de recul sur ma pratique professionnelle. Aujourd'hui, donc, je travaille à la BPI. Je suis chargé des questions de médiation assez largement, et en particulier des questions de médiation numérique liées au service Eurequa, que vous connaissez peut-être, qui est un service, peut-être qu'il y a certaines personnes qui font partie de la bibliothèque de Caen dans la salle ou qui sont partenaires Eurequa. Non, non, tant pis. Et ben, du coup, Eurequa, c'est un service de questions-réponses ouvert à tous les internautes, dans lequel on peut poser une question, n'importe quelle question, et on obtient une réponse en 72 heures gratuitement. C'est un service qui date de quelques années, hein, qui a été dupliqué à Lyon avec le guichet du savoir, qui existe à la BPI depuis bien plus longtemps sous une forme non collaborative, et qui existe sous forme depuis collaborative depuis 2005. Donc j'en parlerai assez peu, mais pour moi, c'est un dispositif de médiation et on essaye de le faire évoluer pour qu'il soit le plus efficace possible. C'est connecté, vous verrez un certain nombre de choses que j'aborde dans cette petite partie introductive. Je m'occupe aussi de la médiation en ligne de la BPI en essayant de développer ce qu'on appelle la présence en ligne de la BPI pour faire de la médiation, et donc non pas créer la page Facebook de la médiathèque comme on fait dans 99% des cas, mais créer des pages thématiques, hein, je vous en parlerai un petit peu. Surtout, j'ai une expérience dans le territorial, puisque avant je travaillais dans la médiathèque du Val d'Europe, dans lesquelles j'avais eu la chance en 2008-2009 d'avoir un des premiers postes en France de chargé de la médiation numérique. Alors ça s'appelait pas des savoirs à l'époque, mais du coup j'ai pu expérimenter ça sur le terrain, comme on dit, de la territoriale, dans un réseau, hein, de 5 équipements en région parisienne. Val d'Europe, c'est à côté de Disneyland Paris, pour ceux qui connaissent. Et avant, j'avais aussi travaillé dans un autre poste, plutôt au niveau départemental, dans la fonction publique territoriale aussi. Donc tout ça pour vous dire que je ne suis pas un pur produit BPI et que c'est toujours important parce que, évidemment, tout ça s'applique dans des bibliothèques territoriales, dans un contexte particulier, de plus en plus tendu d'ailleurs au niveau budgétaire, et c'est aussi un des paramètres à prendre en compte. Ces questions de médiation numérique, on y forme pas mal de gens avec le CNFPT, on est toute une équipe, il y a tout un cycle de formation qui s'appelle BiblioQuest, ça c'est notre nom de code. Le vrai nom CNFPT, c'est Impact du numérique dans les bibliothèques, un truc comme ça. Et on forme aussi les conservateurs. J'étais à Strasbourg la semaine dernière, Thomas aussi, pour former toute la promotion de l'Institut national des études territoriales, vous savez, l'INET. Et donc c'est particulièrement important pour nous d'avoir cette approche du numérique qui est la plus, la moins technique au sens premier du terme possible. Donc voilà, pour ma présentation, je ne vais pas tellement plus loin. Beaucoup de formations donc, dans les bibliothèques, et vous verrez que le sujet est assez dense, donc en général, les formations durent quelques jours sur ces différents sujets. Donc ici, vous aurez un petit aperçu de ces questions liées à la médiation numérique des savoirs. Voilà.
On va commencer donc par une sorte de tout petite mise en contexte avec vraiment des idées clés qui permettent de comprendre que le monde a changé et que cette médiation ne devient plus comme c'était souvent perçu et que c'est encore parfois perçu comme une sorte d'activité qu'on fait en plus de l'activité principale des bibliothèques qui est quand même l'action culturelle et le prêt de livres ou le prêt de documents. Voilà. Pour nous, c'est plus du tout comme ça qu'il faut penser les choses, mais il faut essayer de prendre au sérieux cette activité de médiation pour pas mal de raisons que je vais essayer de vous proposer. Alors, qu'est-ce qui a changé fondamentalement aujourd'hui? Quelque chose d'absolument important, qui est de dire qu'aujourd'hui, on a une abondance d'informations absolument énorme. C'est important de le comprendre. Ça peut se représenter dans des sortes d'infographies comme ça, un peu anxiogènes, qui montrent tout ce qui se passe en 60 secondes sur Internet. Hein, vous voyez qu'en 60 secondes, vous avez des centaines de vidéos qui sont envoyées, un millier d'heures de musique écoutées sur Pandora, des conversations Skype. Jamais l'humanité n'a produit autant d'informations qu'aujourd'hui. C'est parfaitement angoissant. Et c'est aussi parfaitement réjouissant parce que du coup, l'information, elle est facile à produire et la barrière à la création de cette information et à sa diffusion n'a jamais été aussi basse. Avant Internet, il fallait toujours passer par un comité de rédaction pour publier quelque chose dans un journal et avoir l'espoir d'avoir un peu d'audience. Aujourd'hui, ces intermédiaires existent toujours, mais ils ont pas mal changé et les logiques d'audience ont aussi pas mal changé, ce qui fait qu'il y a toujours des intermédiaires, mais ce n'est pas les mêmes. Et surtout, on est beaucoup plus libre d'essayer de se faire entendre, tout simplement, sur à peu près n'importe quel sujet. Donc c'est ça qui est particulièrement important aujourd'hui, c'est de se rendre compte que, certes, l'information est abondante, mais il y a un truc qui est extrêmement rare, qui est toujours rare, qui sera toujours rare pendant encore un moment, jusqu'à ce qu'on crée des cyborgs peut-être, et qui est quoi à votre avis? Qu'est-ce qui reste rare quand l'information est abondante et qu'elle est partout? Exactement, c'est l'attention, tout à fait. C'est le temps de cerveau. C'est le temps de cerveau d'Homer Simpson qui est limité dans son cas, le pauvre, et qui dépend donc de la taille de notre cerveau. L'idée étant de dire qu'il faut passer du temps sur les informations et que donc la compétition pour l'information se fait sur le temps qu'on y passe. Pourquoi je parle de compétition? Parce qu'en fait, on parle d'économie de l'attention aujourd'hui, au sens où les différents acteurs économiques, les grands acteurs du web, sont en fait des compétiteurs, non pas pour vos contenus, mais pour l'attention que vous leur consacrez, et donc de la manière dont ils vont pouvoir, comme on dit en marketing, monétiser cette attention. L'attention étant donc voilà la somme de temps passé, hein, pour être simple et efficace dans cette approche-là. Exemple simple, aujourd'hui, je ne sais pas si vous fréquentez un réseau social réseau social, en fait une base de musique en ligne comme Spotify par exemple. Vous fréquentez Spotify ou Deezer, voilà, ou ne serait-ce que YouTube ou même tout le web. La question en fait principale qui se pose, Spotify c'est à peu près 40 millions de titres, Deezer c'est à peu près la même chose, 40 millions de titres. On a accès dans sa poche à 40 millions de titres. Donc rendez-vous compte que les questions se déplacent quand on a accès à autant d'informations d'un seul coup. La question du coup n'est plus comme on avait l'habitude de s'y confronter, comment j'accède à l'information, vous savez, les bibliothèques comme espace d'accès à l'information, mais bien comment je choisis dans la masse monstrueuse de ce qui m'est proposé. De plus en plus de gens sont confrontés à cette question-là, et c'est une question qui est fondamentale aujourd'hui, qui a toujours été importante, évidemment, qui a toujours été d'ailleurs propre au secteur culturel ou au secteur des biens singuliers. Quand je parle de biens singuliers, il y a un économiste qui a fait un très bon livre en 2007 qui s'appelle L'économie de la singularité, et dans lequel justement il parle des biens culturels comme des biens très difficiles à choisir, parce qu'en fait quand on les choisit avant, on ne sait pas quelle expérience ils vont nous proposer,
et en réalité on a besoin du coup de guides et de conseils. Et bien ce besoin de guides et de conseils, il n'a jamais été aussi fort et il n'a jamais été aussi puissant. Donc ce qui se passe aujourd'hui en réalité, c'est que quand on arrive sur, pour reprendre l'exemple de Spotify, on a 40 millions de titres à disposition. Les 2 premières semaines, on va se rappeler de tous nos souvenirs musicaux et on va faire une playlist mes chansons préférées. Et ensuite, voilà, on va rentrer dans une sorte de monde inconnu et là, on va avoir un besoin de conseils, de recommandations, de médiation. La question qui se pose, c'est comment, évidemment, s'effectue cette médiation dans cet univers et dans ce nouvel univers. Mais dès qu'on parle de ça, on perçoit bien que le point de vue qu'on adopte, si c'est ce point de vue-là qu'on adopte, il faut que nous, en bibliothèque, on puisse justement concentrer notre travail et notre énergie et donc nos moyens sur cette question de la médiation, peut-être beaucoup plus qu'auparavant sur la question de la constitution des collections qui consomment encore beaucoup de ressources. Alors évidemment, ça ne va pas se faire tout seul à l'avenir, mais est-ce que dans nos bibliothèques, on est bien organisé pour la médiation ou est-ce qu'on est organisé pour constituer des collections imprimées ? En sachant qu'évidemment, il y a une différence fondamentale entre les collections imprimées et les collections numériques. Parce qu'un bien imprimé, un livre, un CD, un DVD, est ce qu'on appelle en économie un bien rival. Un bien rival, c'est tout simple, c'est-à-dire je prends le livre, je le prête à quelqu'un et il n'est plus disponible pour quelqu'un d'autre. Il est rival, il y a une forme de rivalité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on limite le temps de prêt pour qu'il puisse revenir assez vite dans la bibliothèque pour que du coup d'autres personnes puissent en profiter. Mais dans le monde du numérique, est-ce que cette rivalité existe toujours ? Bah oui. À quoi vous faites référence quand vous dites bah oui ? Tout à fait. Tout à fait. Alors ça, c'est la construction artificielle d'un modèle économique spécifique auquel vous faites référence. Mais si on prend, alors c'est vrai, on peut y revenir. En fait, basiquement, le numérique, ce qu'a apporté le numérique, et c'est pour ça qu'il y a autant d'informations qui se diffusent, a un coût de reproduction qui est extrêmement bas et qui permet justement cette non-rivalité. Donc je copie et je colle un fichier, j'en garde le bénéfice et je peux le proposer à tout un tas d'autres personnes. Or, le cas que vous citez et sur lequel on peut revenir, ce qui est intéressant, c'est que l'émergence du numérique a vu se développer l'émergence de ce qu'on appelle parfois et même souvent le piratage. Et si on prend le piratage en mettant un tout petit peu de côté l'aspect, disons, illégal des choses, qui est évidemment important, et qu'on regarde ce qui se passe dans ce phénomène du piratage, en fait, les gens n'ont jamais autant échangé d'œuvres culturelles, contenus au sens large, films, critiques, musique en ligne, livres numériques, BD. Et donc ce qui a été utilisé spontanément, sans qu'il y ait d'institution derrière, par les internautes au sens large, parce que les moyens techniques de reproduction étaient très simples et sont toujours très simples, eh bien c'est l'échange de contenu non marchand entre individus qui est à distinguer en réalité dans le terme piratage. Le terme piratage amalgame en fait deux choses, c'est ce que j'appelle moi là l'échange non marchand entre individus et de l'autre côté ce qu'on appelle la contrefaçon en droit, c'est-à-dire le fait de prendre quelque chose, de le copier et de le revendre. Là, on est passible de 300 000 € et 3 ans d'emprisonnement, c'est ça, quasiment autant qu'un homicide involontaire. C'est vous dire la gravité de la faute quand on fait ça. Et d'ailleurs, voilà, ça peut être parfaitement entendable. Donc, deux régimes, un régime, disons, de rareté, puis un régime dans lequel, théoriquement on a accès à beaucoup d'informations, puisqu'on peut librement les copier-coller. Sauf qu'évidemment, certains industriels, pour construire des modèles économiques, se sont dit, mais finalement, il n'y a aucune raison que cette rareté qui nous ennuie, puisqu'on a construit notre modèle économique, cette abondance, cette facilité de copier-coller qui nous ennuie, eh bien, il n'y a aucune raison qu'on la conserve. Et donc, ils ont créé effectivement le modèle auquel vous faisiez référence, qui recrée en réalité une forme de rareté totalement artificielle. C'est le modèle du livre numérique qui est proposé aux bibliothèques aujourd'hui, avec
l'initiative PNB, Prêt numérique en bibliothèque, qui vient après plein d'autres initiatives dans le domaine de la musique il y a quelques années. C'était la même idée de dire finalement la rareté c'est pas bon pour le business, donc on supprime la rareté et on revient à un business où on vend des fichiers à usage unique qui vont d'ailleurs se périmer. C'est le cas pour PNB, puisque c'est comme dans Mission Impossible, un livre emprunté dans PNB se détruit au bout de 3 semaines avec une petite fumée là, qui sort de votre ordinateur, et il est totalement inutilisable. Et donc on a inventé cette notion hallucinante, en réalité, au regard de l'histoire du numérique, d'exemplaire numérique. Voilà. Avec la notion de prêt numérique. Et la notion de prêt numérique, elle fait directement référence à cet univers de la rivalité. Je prête, mais finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de prêter les fichiers numériques d'un point de vue numérique? En fait, non, puisqu'on peut permettre d'y accéder, on devrait pouvoir permettre d'y accéder de manière libre et sans entrave. Et donc, effectivement, il y a tout un tas d'industriels. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, c'était en 2006, 2005, 2006, il y avait une entreprise qui s'appelait E-Tech dans les bibliothèques qui voulait vendre comme ça des MP3 de musique complètement verrouillé avec des DRM à usage pareil pendant 3 semaines. L'entreprise a rapidement fait faillite parce que la musique, sous la pression des usages, c'est beaucoup plus facile à écouter quand on l'écoute librement, ce qui n'empêche en rien d'avoir des modèles parfaitement économiquement viables. C'est le cas aujourd'hui, peut-être que vous avez vu récemment dans certains articles de presse que la musique ne s'est jamais portée aussi bien, en réalité l'industrie musicale ne s'est jamais portée aussi bien qu'aujourd'hui. Donc, méfiance, je commence toujours par là parce que du coup, on comprend, quand on comprend ça, que constituer des collections dans un univers imprimé, c'est pas la même chose que de faire de la médiation dans l'univers numérique. Parce que dans l'univers numérique, on s'en balance, pour le dire un peu brutalement, de votre collection de 100 livres numériques, quand par ailleurs, je peux en avoir des centaines, voire des centaines de milliers en accès facilité sur Internet. La question n'est plus de donner accès à, mais de choisir dans la masse extraordinairement grande de ce qui existe aujourd'hui. Et vous avez aujourd'hui d'ailleurs des modèles d'acquisition de livres numériques qui ne sont pas du tout comme PNB et ce qu'on essaye de nous proposer, et qui sont des modèles qui partent du fait qu'on a un accès libre à une énorme base de données. Et donc ça change complètement la donne, et on le comprend assez rarement. Mais c'est la même chose finalement sur YouTube. Si on met hors livre numérique, sur YouTube, vous avez des centaines, alors je ne sais pas combien, des milliards d'heures de vidéos qui sont sur YouTube. La question, c'est pas comment aller sur YouTube, la question c'est quelle est la chaîne YouTube qui peut m'intéresser, quel est le contenu qu'on peut me recommander, et du coup la question elle est entièrement dans la question de la recommandation. Du coup, tout l'objet de la médiation numérique des savoirs, c'est d'essayer de construire, et c'est assez simple du coup à comprendre, des dispositifs qui facilitent ce truc du choix dans l'abondance des contenus. Voilà. Et ça s'applique non seulement au contenu numérique, mais aussi au contenu imprimé, puisque même s'il y a rivalité des documents, c'est toujours facile de faire de la médiation, c'est toujours nécessaire de faire de la médiation. Du coup, juste pour revenir en fait sur ce qui se passe de manière globale, quand je vous disais les géants du web monétisent l'attention, en réalité, c'est ça qui est important à comprendre, c'est que cette attention, elle a une valeur en fait. Elle a une valeur économique. Pour un des géants qui s'appelle Google, c'est cette citation d'un des responsables des partenariats de chez Google qui dit « Les internautes vous paient avec le temps qu'ils passent sur vos contenus ». Alors comment c'est possible de payer avec un temps d'attention ? Sans extraire son cerveau de là où il est. Exactement. C'est ça. C'est ça. Le temps d'attention, c'est le temps que vous allez consacrer à consulter une information qui a une vocation marchande, en fait. Soit que vous allez acheter un service ou un produit, c'est pas d'ailleurs forcément un produit, ça peut être tout ce qui peut se vendre, grosso modo. Et alors, comment fait Google pour attirer votre attention sur des choses qui sont potentiellement vendables ? En fait,
Google va utiliser la notion de rebond à partir d'une recherche. Tout bêtement, vous avez tous vu ça sur Internet. Je fais une recherche sur Google et j'ai grosso modo 2 zones qui apparaissent. Une zone centrale, une zone en jaune d'ailleurs qui s'appelle lien sponsorisé ou annonce, et une zone voilà, sur le côté qui s'appelle aussi annonce. Et bien ces zones, évidemment, elles sont payées, elles sont payantes. L'emplacement en fait, pour apparaître dans ces zones suppose d'avoir payé Google pour le faire. Pour le dire clairement, si je vends une guitare, je veux vendre une guitare, je vais en réalité dans Google vendre ma guitare en achetant non pas un espace publicitaire, c'est ce qu'on comprend mal souvent par rapport à Google, j'achète pas la position en fait, j'achète le mot-clé, je fais une enchère sur le mot-clé. Et donc Google est une sorte de gigantesque place de marché sur le mot-clé. Si je suis celui qui a mis la plus grosse enchère sur le mot-clé guitare, je serai bien placé. D'ailleurs, Google ne garantit jamais l'emplacement, il garantit juste une sorte de taux de réussite du clic, quoi, pour le dire rapidement. Et donc, Google est une forme de capitalisme linguistique. C'est un chercheur qui s'appelle Frédéric Kaplan qui avait trouvé cette formule, c'est assez juste. Hein, on achète des mots du vocabulaire, ce qui est assez fascinant et en même temps un peu angoissant. Ce qui est intéressant en fait avec ça, c'est, bon, le fonctionnement de Google, c'est une chose, tout à fait important de le comprendre, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, la logique de l'attention, celle qui rapporte des milliards à Google, c'est une logique qui est parfaitement fonctionnelle dans plein d'autres endroits sur Internet et qui est une logique en fait qu'on a un peu intuitivement dans les bibliothèques. C'est la logique d'essayer d'attirer votre attention par le rebond et donc de faire en sorte que vous cherchiez quelque chose au départ et que finalement vous rebondissez sur quelque chose qui vous intéresse et qui va potentiellement vous déclencher un achat. Donc on ne part pas en vous mettant sous le nez une publicité clignotante, mais on part de vos besoins à vous, et c'est ça qui est très fort chez Google évidemment aujourd'hui, et on pratique ce qu'on appelle le rebond, donc le rebond heureux. Ça a un nom, vous avez peut-être entendu parler de ce mot. Il y a une notion qui définit trouver bien quand on cherchait mal, ou trouver un truc qu'on ne trouvait pas au départ. Voilà, la sérendipité. La sérendipité, c'est entièrement le modèle économique des acteurs du web et ses logiques d'audience. La sérendipité, c'est croiser Blanche-Neige au détour d'une départementale alors que je ne m'y attendais pas. Elle attire mon attention. C'est Blanche-Neige, normal. Donc du coup, la question c'est comment est-ce qu'on arrive dans cette économie de l'attention, non pas à produire des contenus à la place de ceux qui produisent des contenus, mais à, disons, avoir des audiences à notre échelle qui peuvent être intéressées par ce qu'on propose et qui peuvent aider en quelque sorte au choix dans l'abondance des contenus. Donc ça se traduit par plein de dispositifs qu'on va voir en fait au cours de la journée. En fait, en réalité, ce qui se passe vraiment aujourd'hui pour les internautes, c'est quoi? C'est que leur temps de cerveau, il est aidé, il est soulagé par tout un ensemble de réseaux sociaux. Alors le slide est un peu ancien, donc il y a des réseaux sociaux qui ont disparu, mais j'aime bien toujours la représentation du cerveau. Par une forme d'aide au filtrage. À commencer évidemment par Facebook. Peu importe. À commencer par Facebook, qui va en fait avoir une fonction d'aide au filtrage extrêmement puissante aujourd'hui, beaucoup trop puissante d'ailleurs. Pourquoi ? Pourquoi Facebook peut être considéré comme une sorte d'aide au filtrage de l'information ? Oui, c'est le fil d'actualité. Voilà. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Le fait que ça soit applicatif, qu'on se retrouve enfermé dans Oui. dans un environnement et qu'on puisse finalement pas en sortir, enfin en tout cas qu'on va nous aider à y rester. Enfin, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on appelle le phénomène de bulle informationnelle qui se produit. Alors il se produit comment ce phénomène ? Il se produit effectivement en lien avec le flux d'actualité. Pourquoi ? Alors c'est assez simple à comprendre si vous pratiquez un petit peu Facebook. Facebook, c'est le monde à travers mes amis. Je vois le monde à travers les informations des pages ou des profils avec lesquels je suis connecté. Ça veut dire que si j'ai 250 amis
ou page que je vais suivre. Vous savez, il y a cette notion de page, on s'abonne et puis on va recevoir des informations. Eh bien, en réalité, je ne vais pas être tenu au courant de tout ce que publient les 250 amis sur mon profil. Ce flux d'actualité, il est composé en fait d'une sélection opérée par Facebook, opérée par l'algorithme de Facebook, qui va déterminer ce qui est le plus susceptible de m'intéresser. Susceptible en fonction d'un certain nombre de critères qui sont propres à Facebook, qui sont absolument opaques, c'est secret industriel et personne ne connaît tous les détails des critères, comme pour Google. Et donc cet algorithme qu'on appelle le EdgeRank, il dépend quand même de la fréquence de laquelle je vais interagir avec tel ou tel type de profil. Si je suis régulièrement quelqu'un, Facebook va de plus en plus souvent me proposer des publications de cette personne. Et si je ne suis pas du tout quelqu'un, mais que quand même il est ami avec moi, peut-être que jamais je verrai ces publications. Voilà. Ce qu'on appelle les amis fantômes, des amis qui sont vos amis, mais en fait que vous voyez jamais, comme dans la vraie vie. Et du coup, c'est un mode d'information qui favorise ce que vous consultez le plus. Et donc c'est un problème parce que, y compris en termes de culture numérique, de littératie numérique, comme on emploiera ce terme, eh bien quelqu'un qui va se mettre à suivre des sites complotistes, il va cliquer, il va partager, et puis ensuite Facebook va lui en proposer de plus en plus. Et en réalité, ça produit ce phénomène de bulle informationnelle. Alors on peut en sortir toujours, mais en réalité, le problème, c'est que pour énormément de gens aujourd'hui, en particulier aux États-Unis et de plus en plus dans les pays développés, la page Facebook de flux d'actualité, c'est la porte d'entrée sur Internet. C'est quasiment l'unique chose qu'on va ouvrir quand on ouvre son navigateur. Il faut bien être conscient de ça. Dommage pour nous, c'est pas le site de la bibliothèque, c'est le flux d'actualité de la page Facebook. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle parce qu'évidemment on est enfermé dans un écosystème totalement propriétaire. C'est une bonne nouvelle parce que nous, bibliothèques, on peut avoir peut-être une chance de s'y insérer si on y est de bonne manière et si on arrive à attirer l'attention des gens sur un sujet intéressant ou sur des accroches qui nous semblent efficaces. Et si on arrive en réalité à rentrer dans cette économie de l'attention et à proposer des choses qui sont attractives. C'est ça qui est tout à fait important à comprendre, c'est que finalement les deux éléments dont je parle, économie de l'attention et non-rivalité de l'information sur le web et facilité de diffusion des contenus, eh bien ça produit en fait ce qu'on appelle une économie de la recommandation avec, là encore, pourquoi une économie? Parce que, pareil pour Facebook, Facebook c'est un modèle publicitaire, on paye pour arriver en fait pour entrer dans le flux d'informations des gens. On concentre l'attention, et c'est toujours le même modèle, on concentre l'attention en concentrant des usages sur une page, le moteur de recherche pour Facebook, la page de flux d'actualité pour la page de moteur de recherche pour Google et le flux d'actualité pour Facebook, et ensuite on monétise cette audience en disant aux annonceurs, eh bien, mettez une publicité, là vous êtes sûr qu'il y a des gens qui sont intéressés par le truc, qui vont cliquer. Voilà, c'est tout simplement ça. Et donc c'est un marché, en économie on appelle ça un marché biface en fait, avec une face gratuite pour les consommateurs et une face payante pour les annonceurs. Donc le vrai public payant de Google et de Facebook, c'est les annonceurs. Et donc l'intérêt de Google, c'est moins d'avoir un moteur de recherche pertinent qu'une régie publicitaire efficace. Il tient les deux ensemble. Voilà. C'est tout à fait important à bien comprendre. J'ai vu. Donc, l'élément important qui va devoir nous préoccuper, c'est qu'on rentre dans une économie dans laquelle on va parler de curation et de médiation. Vous savez ce que c'est que la curation? Quelqu'un a déjà entendu ce terme assez moche, mais qui finalement personne n'en a trouvé de meilleur. C'est souvent comme ça que ça se finit. Oui. Le curateur dans les musées, c'est celui qui va ordonner des tableaux pour leur donner un sens. Carrément. C'est tout à fait ça. En fait, c'est celui qui va piocher dans la sorte de masse absolument incompréhensible des réserves des musées, pour le dire comme ça, et qui va donner du sens, qui va organiser pour donner du sens.
Le curateur, ça vient de là, c'est effectivement celui qui sélectionne dans un ensemble d'informations pour donner du sens. Alors après, ça donne des pratiques qui vont être finalement pas si éloignées, vous allez le voir, des pratiques qu'on a aujourd'hui dans les bibliothèques, puisque si on considère que la curation est importante, eh bien, alors déjà, définition là, peut-être un petit peu mieux, hein, la curation, moi j'aime bien la montrer avec ce slide. 1, je définis mon périmètre de recherche. 2, j'agrège mes sources. 3, je sélectionne. 4, je classe mes sources, c'est ça? Hop. Voilà. Ah, j'éditorialise, pardon. Et 5, je partage mes sources. Opération très simple à comprendre, mais opération qui a une énorme valeur sur Internet. Et que beaucoup de gens totalement amateurs, ou amateurs au sens noble du terme, le font pour eux. Nous, on a l'opportunité de l'organiser et de le déployer dans un cadre professionnel. L'opération de curation, c'est bien l'idée de prendre dans la masse de ce qui existe et de porter à la connaissance des gens sur Internet. On est dans une opération de sélection et vous voyez que finalement, on n'est pas si loin de l'opération qu'on fait quand on va sélectionner des livres pour les acheter dans la collection de la bibliothèque et ensuite faire en sorte qu'ils soient le plus vus possible ou le plus empruntés possible dans l'établissement. On est dans la même démarche avec une différence fondamentale qui est que dans l'aspect curation web, curation de contenu, on parle de curation de contenu, eh bien on n'a pas besoin d'acheter les contenus puisqu'ils sont déjà disponibles en ligne. Alors évidemment, on peut faire de la curation sur des livres numériques. Mais vous voyez bien que faire de la curation sur des livres numériques, c'est tout de suite extrêmement frustrant pour ceux qui vont y accéder, puisque certes, ils vont avoir leur attention attirée par une publication sur un réseau social, mais qui seront obligés de se connecter avec un identifiant, un mot de passe, de télécharger un logiciel, de prendre une clé de je sais pas quoi là pour accéder à un livre numérique sur PNB pour revenir à ce modèle-là. Donc évidemment, la curation est tout à fait efficace et elle est d'autant plus efficace quand elle s'applique à des contenus qui sont en libre accès. Très, très sous-estimée cette opération de curation dans les bibliothèques. On a l'impression qu'on doit forcément, vous savez, dans le vocabulaire professionnel, mettre en valeur des contenus qu'on a achetés. Et du coup, on lie systématiquement l'acte d'achat à l'acte de la mise en valeur. En réalité, sur le web, on est sur un parallélisme de ces actions, mais on n'achète pas et on ne met pas en valeur, on pratique une médiation. Moi, j'aime pas trop le terme mettre en valeur parce que c'est plutôt ambigu en fait. Du coup, tout à fait important de bien prendre en compte cette question de la curation. Alors, du coup, ça évite aussi cette approche-là de se dire finalement voilà, il y a plein d'informations partout, les gens empruntent de moins en moins dans les bibliothèques, bon, ils fréquentent de plus en plus, donc on va faire des bibliothèques qui vont être super design, super belles, certes c'est très bien, mais surtout qui vont finalement se transformer en des sortes de centres socio-culturels dans la ville parce que finalement il y a de l'information partout. Ok, il y a de l'information partout, mais est-ce que le rôle de la bibliothèque, ce n'est pas encore et toujours d'opérer des sélections pour faciliter la diffusion des savoirs et des savoir-faire? Face à Google, vous avez une page blanche. Donc, si vous allez chercher quelque chose que vous ne connaissez pas, vous allez peut-être avoir des réponses, mais vous allez avoir besoin peut-être d'un accompagnement dans ces réponses. Et pareil, comment est-ce que vous faites pour sortir de la bulle informationnelle qui se crée naturellement dans Facebook? Voilà des enjeux qui ne sont pas des petits enjeux, mais qui sont des enjeux purement informationnels qui nécessitent des moyens de médiation. Et du coup, moi, j'en reviens toujours en fait, à cette définition qui date un peu, mais qui est toujours juste, qui s'appelle, qu'est-ce qu'une bibliothèque? La réponse à qu'est-ce qu'une bibliothèque, qui avait été proposée par Thierry Giappiconi dans son livre sur l'évaluation des bibliothèques. Et il dit qu'en fait, une bibliothèque, c'est toujours l'équilibre entre trois trucs. Premier truc, la
sélection de ressources documentaires. Deuxième truc, l'installation, des installations au sens des moyens disponibles, tout simplement. Et troisième élément, la médiation qui passe par des événements pour l'action culturelle et par des contenus éditoriaux de plus en plus. C'est idiot, mais si on enlève un des piliers, eh bien on n'a pas une bibliothèque. Si on enlève les installations, on a juste en fait une sélection avec de la médiation, mais on n'a pas vraiment de moyens pour la déployer. Et si on enlève la médiation, on a juste une sorte de sélection, de stock de ressources, mais on n'a pas cette opération d'accompagner l'appropriation de ces ressources. Donc moi, ça me sert un peu de guide, cet élément-là, pour dire fonctionnellement, une bibliothèque est un énorme dispositif de médiation qui a vocation à clarifier des parcours dans des contenus pour, alors je dis ça après dans la définition, pour favoriser la diffusion des savoirs et des savoir-faire. Donc pour moi, c'est assez clair, mais bon, ça peut être sujet à débat. La bibliothèque n'est pas un centre socioculturel. La bibliothèque peut avoir des objectifs de cohésion sociale, comme elle peut avoir des objectifs de développement économique. Et la bibliothèque ne doit pas se perdre dans une sorte de troisième lieu un peu vague, sans contenu et sans collection, avec uniquement des activités occupationnelles. C'est assez clair pour moi. Ça ne veut pas dire évidemment, surtout pas qu'il ne faut pas porter un soin extrême à l'aménagement des bibliothèques et à la manière dont les gens les utilisent, c'est-à-dire évidemment peut-être mettre un peu de côté les rayonnages chargés, avoir un peu moins de collections, mieux sélectionner et du coup évidemment faciliter les parcours et les événements d'appropriation des collections. Mais moi quand je vois certains projets de bibliothèque troisième lieu comme à Lyon en ce moment, il y a une bibliothèque qui est en train de se construire dans un quartier où en fait ils ont supprimé par exemple tous les classiques de la littérature en disant on les supprime, ils sont en ligne, il n'y en a pas besoin et on concentre nos acquisitions sur l'actualité. Pour moi, c'est pas du tout une bonne démarche en fait. Peut-être que la bibliothèque sera très bien au final, mais en réalité, vous avez tout un ensemble de jeunes, notamment, si on prend ne serait-ce que les objectifs scolaires, qui, mais ont encore besoin du papier, même si le numérique est de plus en plus développé. Le rôle du bibliothèque, c'est aussi de favoriser l'équilibre en ces différents supports de mémoire à vocation d'accompagnement, de contribution à la formation initiale. C'est comme ça que le formule très bien d'ailleurs Thierry Giappiconi. Donc, voilà, sujet. Oui. Pour rebondir sur ce que vous dites là immédiatement et puis juste avant avec la curation, on part du principe que tout serait disponible sur le net. Moi j'ai l'impression que c'est de moins en moins vrai. Vous parliez par exemple des classiques pour avoir mettons un classique de langue anglaise avec une bonne traduction, avoir une œuvre classique de langue française avec un corpus derrière intéressant. Et puis aujourd'hui, pour avoir de l'actualité qui, n'intéresse pas que les annonceurs, mais aussi les gens en demande d'information, j'ai l'impression qu'on se retrouve très, très, très souvent devant des murs payants. Il y a toujours une contrepartie qu'on demande à l'utilisateur, quoi. Alors, oui pour les classiques, et encore, les classiques, c'est quand même un des domaines où, comme justement, ils sont libres de droit, ils sont souvent facilement manipulables sous forme numérique. Alors évidemment, il y a des questions d'édition qui se posent, d'appareil critique et tout, et c'est pour ça que la complémentarité papier et numérique est tout à fait importante. Après, pour les murs payants, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus pour les médias qui souhaitent développer des modèles économiques. Mais ce qu'on oublie souvent, d'abord, c'est que le web, c'est quand même constitué à la base énormément par des contenus soit scientifiques, soit des contenus de ce que moi j'appelle le web des amateurs. Le web des amateurs, c'est alors amateur au sens noble du terme, pas forcément au sens par opposition à professionnel. Amateur, c'est celui qui aime, celui qui se passionne pour. Ce web-là, personne ne le voit. Et ce web-là fonctionne en ce qu'on appelle des communautés d'intérêt. La communauté des amateurs d'œnologie, la communauté des amateurs de macramé, la communauté... Et là, on a des exemples de savoirs qui se diffusent en communauté et qui sont pratiqués par les gens et qui sont absolument
difficile à identifier pour des gens qui s'intéressent vaguement à l'œnologie et qui vont peut-être tomber en tapant sur une recherche sur Google, sur le premier site d'œnologie payant qui va arriver. Donc la question, c'est comment est-ce que on accompagne à la mise en visibilité de ces communautés d'intérêt du web. Voilà. Pour moi, c'est ça. Et puis après, il ne faut pas oublier qu'il y a des tas en fait de médias, soit locaux, soit universitaires. Je pense à un site comme theconversation.fr ou qui fait travailler des centaines d'universitaires et il n'y a pas de mur payant et c'est pas le modèle. Déjà, si on arrivait à travailler sur ces ressources, on aurait pas mal de choses à faire. Voilà. Si on prend par exemple l'exemple de la musique libre en bibliothèque, on parle souvent du livre en disant oui, bon ben voilà, le livre libre c'est effectivement embryonnaire, et pour la musique, il y a des milliers, des centaines de milliers, je sais pas le chiffre, mais énormément d'heures de musique et d'œuvres sous licence libre. Et ce qui est marrant, c'est que pour le livre, on est super timide dans les bibliothèques, machin, on achète du PNB sous DRM, alors que pour la musique, prenez une opération comme Zik Libre en Bib, vous avez peut-être vu ce site-là, sinon allez voir, les bibliothécaires, ils n'ont pas attendu qu'il y ait des grands colloques et des débats, ils se sont dit, on se met ensemble, la musique libre, elle est en accès libre sur Internet, ça ne veut pas dire qu'elle est libre de droit, ça veut dire qu'il y a des droits qui sont attachés à chaque œuvre, mais elle est accessible librement sur le web. Donc ça, évidemment, ça facilite la médiation. Donc du coup, sur ce site, il y a des chroniques, des chroniques, ou des critiques sur tel ou tel titre, tel ou tel album de musique libre. C'est l'exemple concret aussi de la slide tout à l'heure sur la curation. C'est exactement la mise en œuvre des 5 étapes pour pouvoir mettre en avant et faire de la médiation autour de ressources vers lesquelles les usagers n'iraient pas spontanément parce que bien souvent ils ne les connaissent pas. Et c'est une bonne alternative au fait qu'effectivement on se retrouve derrière des murs payants ou de devoir payer pour accéder à des ressources traditionnelles. Après, il y a des rédactions qui ont besoin, je sais pas, par exemple, pour envoyer des journalistes à l'étranger, pour produire des enquêtes, des investigations longues et de gros moyens, en fait. Et ça, la question financière, elle est incontournable dans ce cas-là. Oui. Nous, par exemple, qui mettons en relation cette information à haute valeur ajoutée avec nos usagers, quoi. Il n'y a pas d'autre moyen que de trouver un modèle économique qui puisse. Non, mais en fait, voilà. Oui, je comprends bien ce que vous voulez dire, mais à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas notre problème. En réalité, il y a suffisamment de sources qui sont déjà en accès libre pour suffisamment de problématiques dans les bibliothèques pour qu'on ne se charge pas en plus de trouver le bon modèle économique pour l'information. Libre aux journalistes de trouver le bon modèle économique qui va être important pour eux et qui va être efficace. Notre élément à nous, notre préoccupation à nous, à mon avis, doit être de créer des pôles d'attention. Et une fois que vous avez créé un pôle d'attention sur un sujet, vous pouvez parfaitement après recommander à l'intérieur de ce pôle d'attention, on verra un peu plus précisément, je parle un peu vague pour l'instant, pôle d'attention, vous pouvez parfaitement recommander un Mediapart en disant aux gens, c'est accessible à la bibliothèque, ou alors vous pouvez vous payer l'abonnement si vous voulez, mais vous ne l'aurez pas fait en tant que ressource numérique. Vous voyez, vous n'aurez pas valorisé une ressource numérique, vous aurez conseillé un site d'actualité à l'intérieur d'un endroit où vous conseillez plein d'autres sites d'actualité. Vous voyez, si on prend cet angle-là. Le problème aujourd'hui, c'est que les bibliothèques achètent des ressources numériques à prix d'or et qu'elles se sentent obligées, parce qu'elles les achètent à prix d'or, de faire des sortes de belles brochures en papier glacé dans la bibliothèque, en disant voilà mes belles ressources numériques. Complètement idiot d'un point de vue de médiation. Pardon, je suis un peu radical, mais je suis fatigué de voir ça, parce qu'en fait, on valorise des ressources numériques, en fait, on valorise notre activité d'acheteur, au lieu de se mettre à la place des besoins documentaires des usagers. À la limite, je pourrais avoir du tout apprendre, verrouillé et accessible que sur les postes des bibliothèques, si j'ai l'angle, apprendre les langues à la bibliothèque. Et découvrez les 5 ressources indispensables pour apprendre l'anglais à la bibliothèque.
Voilà. Et là, vous avez 3 sites libres, 3 sites en freemium, une ressource en accès. Et là, peu importe à la limite les niveaux d'accès, c'est à vous d'élaborer la typologie. Soit vous faites le choix de mettre tout en accès complètement libre, soit vous mixez en fait les différentes formes d'accès. Mais vous voyez, notre préoccupation à nous, ça doit être de sélectionner et de rendre lisible qu'il existe des ressources en ne les discriminant pas forcément en fonction de leur degré de libre accès en fait. Juste pour rebondir sur la question du financement et du modèle économique, bien sûr, c'est une préoccupation qui nous interroge, qui nous interpelle. Mais aussi, il y a d'autres problématiques. Alors souvent, les éditeurs ou les éditeurs traditionnels vont avoir tendance à un peu à culpabiliser les bibliothèques en disant bah oui, ça cannibalise des ventes, etc. On entend encore ce discours-là, d'autant plus avec le livre numérique. Mais aussi, il y a peut-être des problèmes liés soit à les problèmes de droit, de rémunération, déjà qui ont mal été pensés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en 20 ans, les auteurs ont perdu 30% de leurs revenus. Et quand on regarde des plateformes style Deezer, Spotify, etc., regardons un petit peu la rémunération qui est de quelques centimes au-delà de 30 secondes d'écoute seulement. Et ça, c'est ni les utilisateurs, ni tous ceux qui peuvent participer de près ou de loin à la pratique musicale qui sont responsables. Ce pas les conservatoires, c'est pas, je sais pas si on fait un parallèle avec les bibliothèques, mais parce que derrière, il y a des acteurs qui bénéficient d'une meilleure rémunération parce qu'ils sont partagés le gâteau de façon inéquitable. Et comme l'a dit Silver, c'est absolument pas notre boulot à nous de définir des modèles économiques. Voilà, donc nous, vous aurez compris qu'on défend une bibliothèque comme dispositif de médiation, on pourrait le dire comme ça, et ça vient se connecter assez facilement avec tout un ensemble de réflexions professionnelles qui se sont récemment, disons, cristallisées dans cette charte qui s'appelle BibLib, qui est portée par l'ABF, dont vous avez peut-être entendu parler. Extrêmement intéressante cette charte. Pour moi, c'est un des documents les plus importants qui est paru les dernières années sur les bibliothèques, parce qu'en fait, il va essayer de définir les bonnes conditions d'accès et disons, de conditions d'accès à l'information dans les bibliothèques pour faire en sorte que ce soit le plus efficace possible. Alors il y a plein de points, je ne vais pas les détailler ici, j'en aurai pas le temps, mais il y a un point en particulier auquel on est particulièrement sensible et qu'on répète à longueur de journée d'études et de formation, c'est l'histoire de dire pourquoi dans des lieux dans lesquels on doit pouvoir apprendre et dans lesquels on doit pouvoir accéder au savoir, il est plus compliqué de se connecter à Internet par Wi-Fi que dans n'importe quel McDo. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est comme ça dans les bibliothèques? Et évidemment, il faudrait que ce soit pas comme ça. Alors c'est bien de le dire et c'est bien de militer, c'est encore plus facile à faire comprendre quand on explique et quand on se positionne auprès des services compétents dans les collectivités, les DSI par exemple, en l'occurrence, comme des gens qui ont une politique de médiation. Quand on a une politique de médiation un peu construite, c'est plus facile de militer pour un accès libre à Internet. Alors après, il y a des arguments souvent légaux qui arrivent très vite. En plus, en ces temps d'état d'urgence, on les surévalue. En réalité, le cadre légal, il est extrêmement clair. On ne doit garder que les connexions par rapport à un poste Internet, donc l'historique de tout ce à quoi le poste s'est connecté, l'ordinateur s'est connecté pendant 1 an, voilà, pour pouvoir répondre à une éventuelle requête judiciaire. Il n'est absolument pas besoin ni obligatoire d'identifier qui était derrière l'ordinateur. Donc on n'a pas besoin de demander une identification pour accéder à du Wi-Fi dans les bibliothèques. On peut le faire très simplement et plein de bibliothèques aujourd'hui le font. On peut citer Choisy-le-Roi par exemple, qui a un Wi-Fi en accès libre. Excusez-nous, mais à la BPI, on accueille 5000 personnes par jour et on n'a pas d'identifiant et pas de mot de passe dans notre compte Wi-Fi. On arrive, on se connecte au réseau Wi-Fi-BPI et c'est terminé. Et du coup, on peut commencer à avoir accès à de l'information de manière efficace. Donc déjà cette première barrière-là, alors c'est un point sur lequel on insiste parce qu'on y tient, mais il y a plein d'autres points dans cette charte. Et cette charte, c'est pas juste un document, c'est aussi une sorte de labellisation des collectivités. L'ABF a un comité
de comité, je sais pas, de Biblib, quoi, qui évalue les candidatures des différentes collectivités et qui décerne un label or, argent ou bronze à certaines collectivités. La première à avoir eu le label or, c'est la ville de Lyon, qui remplit tous les critères pour être bien labellisée. Donc l'idée, c'est d'avoir aussi cet outil de levier sur les collectivités en disant, évidemment, quand on y va tout seul face à son DSI qui n'a qu'une obsession, c'est de sécuriser au maximum les contenus, c'est un problème. Par contre, quand on construit un projet de médiation et quand on fait rentrer l'aspect politique des choses, là, ça peut être plus efficace. Voilà. Donc, vous aurez compris qu'on défend cette idée des bibliothèques comme des espaces de médiation et que, à la différence d'une attention, d'une économie de l'attention marchande, on défend, enfin moi j'aime bien rappeler cette citation, une attention comme rencontre, comme déclic, hein, une ouverture vers l'extérieur, une sérendipité heureuse, en fait sérendipité heureuse c'est même un pléonasme, parce que sérendipité c'est forcément heureux, la sérendipité malheureuse porte un autre nom, ouais, la zamblanité, mot compte triple au Scrabble. Et tout à fait important donc de prendre en compte cette histoire d'attention. Donc l'idée c'est comme je disais, de créer des pôles d'attention dans la bibliothèque et en dehors. C'est ça qui est le plus compliqué en fait quand je dis dans la bibliothèque et en dehors. Parce qu'en fait l'idée, pour reprendre un vieux slogan maintenant, la bibliothèque est un espace physique ancré dans un territoire et donc à la fois local et global. Ça veut dire que finalement je peux intéresser des gens qui ne mettront jamais les pieds dans mon établissement. Contrairement peut-être à un musée où il y a quand même une grosse valeur ajoutée à fréquenter directement les œuvres du musée, une bibliothèque, on s'en fout complètement de rentrer dans la bibliothèque. Je peux bénéficier d'un service rendu par la bibliothèque depuis l'extérieur. Ça, c'est aussi un truc qui est compliqué à comprendre, qui peut se défendre parce qu'évidemment les financements sont territoriaux, on finance des équipements, mais en réalité il y a toute une phase de rayonnement et d'impact des bibliothèques qui est tout à fait importante en fait. Quand vous organisez une rencontre avec un auteur, que vous la filmez, qu'elle est effectivement présente dans le lieu, enfin l'auteur est présent dans le lieu, vous diffusez la vidéo sur YouTube, vous aviez 30 personnes ce jour-là et en réalité à la fin de l'année vous avez 1500 vues sur YouTube, bah, en fait vous avez eu un impact sur Internet, vous avez créé un contenu qui a été largement diffusé. Quand on répond à une question-réponse d'un usager qui est situé ailleurs de son territoire, on rend un service à un usager et on contribue à l'action des bibliothèques de manière globale. Donc ça, c'est tout à fait important à comprendre, cette question d'articuler en fait les différentes dimensions de la bibliothèque. Les dimensions justement indissociables, c'est les 3 dimensions, c'est celle-là, un lieu, hors les murs et en ligne. Mais le en ligne est connecté au hors les murs. Parce que, en plus, vous savez qu'on a de plus en plus d'agglos, de territoires qui sont très grands, dans lesquels on n'a pas forcément accès à la bibliothèque sans faire 30 km en voiture. Donc l'aspect hors les murs et l'aspect en ligne est tout à fait efficace. Et contrairement à ce qu'on pense, il peut y avoir une notion de proximité en ligne avec des applications mobiles et des services rendus par la bibliothèque efficaces. Le problème, c'est qu'on ne mesure jamais tout ça. Et qu'à chaque fois qu'on va voir les élus, on leur dit il y a tant de personnes qui ont emprunté tant de livres. Bon, les ressources numériques, ça marche pas trop, mais bon, on a aussi un cytothèque, mais de toute façon, on n'en parle même pas parce que personne ne la fréquente. Alors que, normalement, on devrait valoriser nos dispositifs de médiation sans parler de cytothèque, évidemment, puisqu'on déteste les cytothèques avec Thomas. Donc l'idée, c'est moins, vous l'aurez compris, du coup de faire des cytothèques que de s'adresser à des communautés d'intérêt. Des communautés d'intérêt qui sont à la fois locales et globales. Alors c'est quoi une communauté d'intérêt? Alors je prends toujours ce slide pour essayer de matérialiser les choses. Hein, vous avez comme ça une sorte de cartographie de différents sites web et vous allez avoir par exemple ceux qui s'intéressent à la musique. Ici c'est 74 sites, des sites et blogs qui sont des trucs de passionnés de musique. Et en réalité, même quand on regarde par angle comme ça, musique, cinéma, macramé, couture, tricot, œnologie, physique nucléaire, peu importe, on a souvent peu de sites, en fait. Peu de sites qui sont des sites d'amateurs,
bien conçu, avec du contenu régulier, parce que évidemment c'est coûteux. Donc si c'est coûteux, c'est soit une entreprise qui a du mal à trouver un modèle économique avec l'accès libre, soit des passionnés qui se foutent complètement du modèle économique parce qu'ils ont un salaire par ailleurs et puis qu'ils ont les moyens de vivre. On ne sait pas trop comment, mais à la limite c'est pas notre problème non plus. Ce qui est intéressant, c'est du coup de voir leur contenu se diffuser et d'amplifier ces efforts d'amateurs sur tel ou tel contenu. Voilà. Moi, c'est quelque chose qui me semble le plus intéressant sur le web aujourd'hui. Alors évidemment, en plus, hein, si on ajoute à ça la musique libre, si on ajoute à ça aussi un domaine qu'on fréquente peu, mais qui est extrêmement intéressant, c'est tout ce qui est les ressources éducatives libres. Tout ce que les profs qui ont un modèle économique, puisqu'ils sont payés pour être profs, ils produisent des contenus. Eh bien, ces contenus, ils sont en libre accès, à vocation pédagogique, et qu'est-ce qu'on attend pour les mettre en avant ? L'éducation nationale a ses propres réseaux qui sont très internes, c'est toujours très compliqué de travailler avec l'éducation nationale, mais il y a beaucoup de terrains d'expérimentation sur la médiation. Et du coup, c'est tout à fait important de prendre ça en compte. Donc, les communautés d'intérêt, les angles thématiques plutôt que les angles par ressources ou par mode d'accès aujourd'hui sont tout à fait essentiels. Et du coup, on verra, hein, mais c'est Thomas qui parlera de ça mieux que moi, que pour propulser des contenus, pour les proposer, pour devenir des sortes de centres d'attention à petite échelle, hein, évidemment, il faut se positionner et il faut donc répondre à la question qui parle et comment on se positionne. Est-ce que c'est la bibliothèque qui recommande ? Est-ce que c'est le maire qui recommande ? Est-ce que c'est le bibliothécaire en tant que bibliothécaire ? Il y a plein de solutions et Thomas vous expliquera ça très bien. Du coup, quand on a cette approche-là sur la médiation, on a en fait une vision beaucoup plus claire, je pense, de ce qu'elle n'est pas et de ce qu'elle n'est. Alors du coup, de ce qu'elle est, on va peut-être commencer par là, avec cette excellente définition, n'est-ce pas, de la médiation numérique des savoirs, qui est donc pour moi une démarche qui vise à mettre en œuvre des dispositifs. Alors on va voir quelques exemples de chacun de ces dispositifs, de flux passerelles ponctuels. On verra les dispositifs passerelles en particulier cet après-midi. Alors ces dispositifs, ils n'existent pas dans le vide pour faire plaisir aux bibliothécaires, ils existent pour favoriser l'accès organisé ou fortuit, l'appropriation et la dissémination de contenus à des fins de diffusion des savoirs et des savoir-faire. Diffusion des savoirs et des savoir-faire, l'important, l'axe pour moi de la bibliothèque est là. Et il est important à maintenir sous peine d'une dissolution de ce qu'est une bibliothèque. Et fortuit, vous voyez, c'est pour l'idée de disséminer des contenus sur le web. On verra peut-être un peu plus tard comment. On est dans une démarche. Et du coup, on est dans l'idée d'un bibliothécaire ou deux bibliothécaires, quand ils sont plusieurs, non pas à faire un gros effort de constitution des collections imprimées. Hein, on est organisé, on fait des acquisitions, machin, il y a toute une chaîne logistique. C'est toujours important. Mais il faut arriver à donner au moins autant d'importance à la médiation et donc à la conception de dispositifs de médiation. Et donc on voit très bien qu'on n'est pas dans une communication. La médiation n'est pas la même chose que la communication. La communication, c'est juste le fait de promouvoir de manière cohérente l'image et les services d'une collectivité. Donc évidemment, il y a des services communication qui ont leur rôle, hein, ils sont gentils en général, on peut travailler avec eux de temps en temps, pas toujours, mais on ne fait pas le même métier en réalité. Donc nous on définit, pour juste insister lourdement en fait sur cette définition en fait, un médiateur numérique est donc un facilitateur de dispositifs de médiation. Ce n'est pas un spécialiste du numérique, il ne fait pas à la place d'eux, il encourage à faire. C'est un coordinateur de la conception et du déploiement, on pourrait dire, de dispositifs de médiation. Donc ce n'est pas le médiateur numérique qui va organiser les ateliers multimédia de la bibliothèque. Ce n'est pas le médiateur numérique des savoirs, entendu comme ça. On peut avoir des médiateurs numériques qui se consacrent en fait à la culture numérique dans un établissement via des cyberbases ou les EPN ou tout ce que vous voulez, ou via juste la salle informatique de la bibliothèque. C'est un rôle parfaitement important, mais ce n'est pas la même chose que la médiation numérique des savoirs. Hein. La médiation numérique des savoirs, c'est trois choses, médiation numérique et savoir.
médiation pour la conception de dispositifs, comme je le disais. On va parler de la longue traîne juste après. Numérique parce qu'on utilise des outils du numérique, certes, et qu'on va développer aussi une culture de l'information, comment être conscient de la bulle d'information de Facebook, comment, je sais pas moi, bien créer son CV en ligne, ce genre de choses qui font partie de la culture de l'information. Et on va aussi s'intéresser évidemment au savoir, parce qu'on va s'orienter vers la question de la diffusion de tous les savoirs et non pas uniquement des savoirs pratiques de manipulation d'outils numériques. Vous voyez, on peut s'intéresser à l'histoire et au macramé. Donc, on n'est pas, quand on parle de médiation numérique, j'aurais dû mettre des savoirs, on n'est pas sur la médiation du numérique et on n'est pas sur une médiation documentaire numérique. Parce que la médiation documentaire numérique, on part trop du document. Alors que nous, on s'intéresse aux communautés apprenantes, aux gens qui sont en fait des amateurs sur un sujet et qui cherchent à pratiquer les savoirs. Voilà. Du coup, ce qu'on va concevoir et l'activité à laquelle on essaye de convaincre les gens de s'attacher et à laquelle on a essayé de formater de manière sournoise la prochaine génération des directeurs de bibliothèques la semaine dernière, c'est de dire consacrons et consacrer des moyens à la conception de dispositifs de médiation. Prenez au sérieux l'histoire de faire des bibliographies en lien avec une action culturelle parce qu'on a un peu de temps et qu'on va faire un pauvre PDF posé dans les bibliothèques. Ça, c'est pour nous ce qu'il ne faut pas faire, et c'est pas prendre au sérieux l'activité de médiation. Voilà. Bon, ça n'empêche pas de faire des bibliographies, mais pas en PDF. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un dispositif de médiation ? Pour nous, c'est tout un tas de trucs qui peuvent se résumer comme ça. Je vais vous donner un exemple juste après. Des outils, des usages et des besoins d'information. Des besoins d'information parce que c'est apprendre les langues et c'est pas les ressources numériques, comme je disais tout à l'heure. Des usages parce que si on ne prend pas en compte les usages, on se plante dans la conception de son dispositif de médiation. Et des outils parce qu'il faut bien quand même des outils pour mettre en œuvre tout ça. Exemple, ou plutôt contre-exemple de ce qu'il ne faut absolument pas faire en dispositif de médiation. Vous connaissez tous les QR codes, vous savez, ces trucs là sur lesquels on peut flasher avec son téléphone et on accède à un lien qui nous donne de l'information. Le contre-exemple du QR code, donc le mauvais dispositif de médiation, c'est ça. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas d'avion à disposition, d'accord, mais parce qu'en fait, il est absolument impossible de flasher ce QR code. Voilà. Imaginez-vous à la plage, il y a du soleil, vous essayez de flasher le truc, c'est impossible sauf à avoir un zoom digne de l'iPhone 7 Plus que personne n'a acheté parce qu'il est trop cher. Du coup, impossible de faire ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a pensé que quelqu'un pourrait être intéressé pour voir ce qu'il y a derrière le QR code, mais qu'on a tellement mal conçu le dispositif que personne n'ira voir ce qu'il y a derrière le QR code. Donc, notre besoin d'information, il n'est pas lisible. Notre outil, il est mal utilisé et nos usages, ils sont tellement mal pensés puisque personne ne va faire l'effort d'aller scanner ce QR code et ceux qui le feront vont rater. Donc ça, c'est le pire de ce qu'on peut faire. Donc ne louez pas d'avion, donc voilà. Donc important de prendre bien en compte ces histoires de dispositifs. Alors bon, ça peut être plein de trucs, des dispositifs de médiation, on va voir des exemples. Et ça peut aussi être des trucs dans lesquels les bibliothécaires ne sont pas le centre du monde, ne sont pas ceux qui font la curation et ceux qui mettent en place le truc. On verra un exemple après, mais par exemple j'étais à Strasbourg la semaine dernière, il y avait une personne qui était intéressante qui racontait une expérience qui s'est passée en Bretagne, à Languidic, petite commune bretonne, qui en fait a conçu un dispositif de médiation en partenariat avec une start-up. La start-up s'appelle Steeple et en fait c'est une start-up qui cherche à favoriser les échanges de compétences et de savoir entre les gens. Donc elle a conçu un site parfaitement efficace où on s'inscrit, on va compléter une petite annonce et c'est ce truc, vous savez, de réseau d'échange des savoirs où je te donne 1 heure de couture et tu me donnes 1 heure de guitare. Voilà. Extrêmement séduisant du point de vue de la médiation, c'est tout à fait intéressant. On est face à des communautés apprenantes, des gens qui échangent. Et en fait, la bibliothèque a du coup offert ses services
en achetant un certain nombre de comptes pour ses adhérents et en offrant les espaces de la bibliothèque comme espace de développement de ces rencontres-là. Tout à fait intéressant parce que là on a un dispositif de médiation où la bibliothèque est un peu en retrait, elle n'est pas là en frontal à partager sur Facebook de manière extrêmement régulière, et en réalité elle fait acte de médiation de manière tout à fait efficace. Et donc voilà, tout ça pour dire que il y a plein de manières de faire de la médiation. On avait fait un petit schéma il y a quelques temps, c'est un blogueur, Christophe Robert, qui avait proposé ça il y a quelques temps, où il avait essayé de lister comme ça les différentes formes de médiation. Là, on serait plutôt dans la forme numéro 5 avec Steeple, voire la numéro 4 quand la bibliothèque s'implique un petit peu plus et va elle-même proposer via ses bibliothécaires des séances, des sortes de trucs dans Steeple. Et voilà, on est sur un type de partenariat. Donc, 10h23, jusqu'à quelle heure? Un quart d'heure? Ok. Du coup, dans ces différents dispositifs de médiation, on a proposé une typologie avec 3 types de dispositifs. Alors, je vous les explique rapidement. Dispositif de flux, c'était l'idée de créer un pôle d'attention. Donc du coup, une page Facebook thématique sur le polar, c'est un dispositif de flux, parce qu'on s'y abonne et que du coup on cherche à créer un flux d'informations sur un sujet précis. Voilà. Le blog de la bibliothèque, c'est un dispositif de flux pour la communauté des gens qui fréquentent la bibliothèque. Voilà. Le dispositif ponctuel, on va voir quelques exemples, mais ça va plutôt faire un focus à un moment donné sur un sujet précis. Voilà. C'est ponctuel, et du coup on peut faire circuler un dispositif ponctuel dans un dispositif de flux, dans le jargon de la médiation numérique. Et le dispositif passerelle, c'est un des plus intéressants, on va voir quelques exemples. Mais peut-être avant de voir ça, un élément auquel il faut vous sensibiliser par rapport à la question de la manière de gérer cette histoire de l'attention et tout, c'est l'importance des recommandations par capillarité. Alors ça fait un peu bizarre de le dire comme ça, mais il y a un truc qu'il faut juste avoir en tête, qui est aussi facile à comprendre, qui est le modèle ou la théorie de la longue traîne, qui est paru en 2008 chez Wired. Peu importe, on prend un axe, abscisse, on prend une variété de produits, ordonnée, on prend la popularité de ces mêmes produits. On compare les deux et on obtient 2 parties de cette courbe, la partie jaune et la partie rouge. La partie rouge, peu de produits mais très populaire. La partie jaune, plein de produits mais en fait pas très populaire. Ce qui est fondamental à comprendre, c'est que l'espace numérique, disons que la vente via le numérique a permis de rendre rentable cette partie jaune de la longue traîne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Amazon, pour prendre un exemple, a un intérêt commercial à avoir l'offre la plus large et la plus variée possible. Parce qu'Amazon, en plus de faire du chiffre d'affaires sur les best-sellers, fait aussi du chiffre d'affaires sur la diversité. Donc, contrairement à avant, les industries culturelles et les plateformes de contenu culturel ont un intérêt marchand à avoir l'offre la plus large possible. C'est pour ça aussi que vous avez, des contenus en masse sur différents acteurs culturels, voilà, que ce soit Netflix ou d'autres plateformes de contenu culturel. Ce qui est intéressant, bon, ok, ça c'est un modèle commercial, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces marchands-là, notamment Amazon, pratiquent la circulation et favorisent la circulation dans la longue traîne. Comment est-ce qu'on passe la grosse cavalerie littéraire à quelque chose de moins connu? Comment on fait? Tout à fait. C'est en fait une question de rebond, encore une fois, c'est une question de sérendipité qui s'exprime en fait par ce truc de les clients qui ont vu cet article, vous avez vu ça donc vous aimerez ça. Recommandation algorithmique parfaitement mal foutue, bien souvent, parfaitement inutile aussi, mais extrêmement efficace d'un point de vue commercial parce que ça favorise des rebonds et des achats par impulsion. Donc à la limite c'est le problème là, encore une fois d'Amazon, que ça marche ou que ça marche pas, c'est pas notre problème. Par contre nous ce qui nous intéresse c'est le fonctionnement de ce genre de truc pour pouvoir le reproduire dans nos dispositifs de médiation. Force de la recommandation qu'on peut représenter comme ça, c'était un schéma de Chris Wired,
Chris Anderson. Je pars de Britney Spears et on me recommande petit à petit des groupes moins connus dans la longue traîne. Donc petit à petit, par les recommandations, j'entre dans un secteur culturel ou dans une passion peut-être que j'avais pas tellement au départ. On retrouve le truc de la communauté d'intérêt et des trouvailles du web. Et donc on se retrouve finalement avec un schéma que j'ai représenté comme ça, où on reprend l'histoire de la longue traîne. Finalement, on a les nouveautés qui sont en haut, c'est les nouveautés les plus piratées, les plus faciles d'accès. On n'a pas besoin de nous pour qu'elles soient médiatisées. Et on a les contenus de niche à l'autre extrême de la longue traîne. Alors là, c'est pareil, c'est accessible, mais c'est accessible qu'aux amateurs culturels confirmés qui connaissent le domaine. Par contre, il y a tout le truc intermédiaire, des contenus intermédiaires, pour reprendre l'expression de Patrick Bazin, très juste d'ailleurs, qui permettent en fait de construire un jugement de goût et qui permettent de progresser dans un parcours d'amateur dans un champ culturel, pour le dire comme ça, culturel ou pédagogique ou pas forcément culturel au sens grande culture. Du coup, notre rôle à nous, je l'ai mis en vert, développer les circulations dans la longue traîne, favoriser l'existence et le développement de communautés d'intérêt et de parcours d'amateurs. Oui. Peut-être un autre avantage d'Amazon par rapport à la longue traîne, c'est la manière dont il va s'accaparer la rareté. Comment dire, aujourd'hui par exemple, moi si je veux recommander les sélecteurs, c'est que je ne l'ai pas dans mon fond. Si par ailleurs il n'est pas disponible sur Deezer ou comment dire, Spotify, ou comment dire, je sais qu'il échappe au libre parce que comment dire, les droits ne sont pas échus pour les ayants droit, donc j'ai aucun moyen de, comment dire, de permettre à un auditeur d'écouter The Selectors, alors que comment dire, Amazon qui par exemple a fait les fonds de solderie va récupérer ces disques et pourra immédiatement les fournir à ses clients. Oui, mais là encore en fait c'est un élément tout à fait pertinent, parce que est-ce qu'on est obligé de proposer systématiquement dans tous les cas l'accès à des contenus qu'on recommande? Voilà. Alors ils sont jamais inaccessibles. Ils sont jamais inaccessibles pour la bonne et simple raison qu'un contenu culturel de quelqu'un qui est motivé pour aller le chercher, aujourd'hui il le trouvera. Je ne sais pas si vous avez une estimation du nombre de gens qui piratent ou qui échangent culturellement des contenus de manière non marchande. La fréquentation des sites de streaming aujourd'hui, c'est plus de 10 millions de personnes en France. Et ce n'est qu'une partie émergée de l'iceberg des échanges non marchands entre individus qui passent non pas par le streaming en ligne, mais par l'échange de disques durs le dimanche en famille, avec une petite clé USB, les séries pour mamie, les séries pour tata et les séries pour la sœur. Important, parce qu'en fait, la circulation est facilitée. C'est une vraie question. Ceci dit, évidemment, c'est mieux quand on peut proposer l'accès à un contenu qu'on recommande. Mais pour moi, ce n'est pas obligatoire. Et c'est souvent un traumatisme pour pas mal de bibliothécaires qui se sont entièrement construits sur l'idée que leur collection était leur bébé et que du coup, c'est extrêmement important d'avoir tout ce qu'on recommande dans la collection. C'est le traumatisme des bibliothécaires qui pensent que le but du jeu, c'est de constituer des collections de livres sous DRM parce qu'on peut les sélectionner et parce qu'on va constituer des collections. Et en réalité, c'est des gens qui n'ont souvent pas compris qu'on était passé d'une ère de la présélection, où je sélectionne pour quelqu'un, à une ère de la post-sélection, où en fait je dois identifier ce qui m'intéresse dans la masse de ce qui est déjà accessible. Il y a un traumatisme aussi de l'utilisateur, qui avant allait à la bibliothèque pour aller chercher les sélecteurs, et puis maintenant est obligé de entre guillemets, le pirater. Après, moi je suis très sensible, comment dire, au discours que vous produisez. Biblio-Obsession, je le suis depuis 10 ans, puis je suis aussi, comment dire, le Lionel Morel et comment dire, toute la réflexion qu'il y a autour, comment dire, du droit d'auteur. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à jouer de ce côté-là, parce que, nous, comment dire, en tant que médiateur, on se sent à l'aise avec l'idée de faire le lien entre des contenus et des usagers, mais on aimerait comment dire, accroître la facilité pour ces personnes d'accéder aux œuvres, quoi.
Oui, mais il faut arriver à penser que la valeur est moins dans la collection que dans l'action de médiation et de recommandation. En fait, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'il y a un premier plan et un deuxième plan qu'il faut arriver à inverser. Avant, c'était systématiquement, on faisait de la médiation dans la collection. Maintenant, à mon avis, il faut d'abord faire de la médiation sur les contenus, et après, la collection, elle n'est qu'un des éléments parmi d'autres de la truc. Je trouve qu'il y a un acteur qui s'en sort très bien aujourd'hui, c'est France Culture, parce que donc il met à disposition toutes ces archives librement. Donc il joue toutes les casquettes, à savoir producteur de contenu, curateur. Mais vous avez parfaitement raison. La question qui se pose pour France Culture, c'est qu'il y a une masse absolument phénoménale de contenu extrêmement intéressant. Qui en fait la sélection une fois que c'est passé dans le flux de la diffusion de podcasts? Les podcasts, la durée de vie d'un podcast en termes d'audience, c'est 24, 48 heures, ça dépend des émissions, mais c'est tout. Là encore, extrêmement bon exemple parce que masse extrêmement importante d'informations de qualité, libre, et qui s'occupe de faire de la curation. Alors un peu France Culture, mais France Culture avec sa marque. France Culture, c'est France Culture. Ça, quand même, la marque attire quand même un certain nombre de personnes. Si on arrive à faire des sélections thématiques et à insérer un peu de France Culture, peut-être qu'on va faire découvrir quelque chose à quelqu'un en ayant attiré son attention sur un sujet, et la porte d'entrée sera le sujet et non pas le fait que ce soit France Culture. Vous voyez, c'est ce que Thomas va développer juste après. Alors, en plus, ce qui est intéressant, c'est que dans cette histoire-là, on commence à avoir des études, des premières études, qui montrent, notamment j'ai publié ça sur mon blog, si vous suivez mon blog, effectivement, une étude sur la longue traîne dans les bibliothèques du réseau de la ville de Paris, où il était donc démontré qu'un livre recommandé par un bibliothécaire a 17 fois plus de chances d'être emprunté par des usagers. 17 fois. Sous-entendu qu'un livre qui n'est pas recommandé par un usager, donc un livre qui est juste dans les collections. Et la mise en valeur effectuée par la ville de Paris, c'est pas extraordinairement élaboré, hein, c'est juste mettre les livres sur des tables thématiques, hein, donc ça reste accessible à pas mal d'entre nous. On a encore des tables. Extrêmement efficace, et c'est une des premières études qui mesure l'impact à grande échelle de l'activité de recommandation. Voilà. Donc important parce que ça veut dire qu'on crée des occasions, qu'on crée des contenus. Il faut que je parle un peu des dispositifs passerelles. Okay. Donc du coup, en fait, comment on va incarner tout ça dans le lieu? Eh bien, c'est l'exemple des dispositifs passerelles, hein, où on va essayer de mettre ça, de pratiquer ces recommandations dans le lieu lui-même. Alors comment on fait? Quelques exemples très rapidement. Je vous ai parlé des QR codes tout à l'heure en disant que c'était un mauvais exemple, mais ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, comme avec cette horrible expression. Eh bien, le QR code, c'est complètement stupide de dire est-ce qu'un QR code ça marche ou ça marche pas. C'est idiot. Je veux dire, un QR code, c'est un outil. Ça peut très bien marcher s'il est très bien pensé dans un dispositif de médiation efficace. Le QR code posé comme ça sans explication, ça ne fonctionne forcément pas. Par contre, un marteau, ça peut être très pratique pour enfoncer un clou, mais essayer de mettre une vis avec un marteau, ça n'aura pas les mêmes effets. Du coup, réfléchissez bien quand avec la slide des usages, des besoins, des outils. C'est ça qui va nous permettre de choisir et d'utiliser intelligemment les outils. C'est ça, pas mal, l'exemple du marteau. Donc du coup, on a plein de manières d'utiliser les QR codes comme des dispositifs incarnés dans le lieu. On commence à bien comprendre maintenant dans les bibliothèques cette nécessité de matérialiser la médiation. On ne vous demande pas d'être des spécialistes de Facebook, on vous demande d'être des bons sélectionneurs et de savoir mettre en scène vos sélections. Il y a un truc qui m'agace quand je vais dans les bibliothèques souvent, c'est que la signalétique qu'on appelle de médiation est systématiquement bâclée par rapport à la signalétique d'orientation qui est censée du coup favoriser l'accès. Alors que tout ce qui va être, je sais pas moi, la mise en avant des bibliographies, ne serait-ce qu'une table thématique, vous allez avoir une pauvre affiche toute moche, faite à l'arrache par un bibliothécaire, alors qu'en réalité, ça devrait être complètement intégré dans des pratiques efficaces de médiation. Donc médiation par les QR codes, médiation aussi qui est intéressante par les puces RFID. Je ne sais pas si vous avez des puces RFID dans vos bibliothèques. Il y a des bornes aujourd'hui comme ça qui permettent d'approcher un livre de la borne, donc, et puis son étiquette RFID est reconnue, et là on a une critique d'un livre, on a la biographie de l'auteur.
Bon, ça existe depuis des années chez NetApp, hein, vous savez, ce fournisseur de puces RFID. C'est un bid commercial absolument total, hein. Ils en ont vendu une qui est à la Cité des Sciences et qui marche pas parce qu'elle est mal placée. Mais c'est peut-être que l'outil n'est pas si mauvais, c'est qu'il n'est pas bien mis en dispositif de médiation. Pareil pour les tablettes et les liseuses, j'en parle un tout petit peu quand même. Les tablettes et les liseuses, super les tablettes et les liseuses, mais est-ce qu'on propose l'interface de base ou est-ce qu'on va créer des dossiers ? Aujourd'hui, vous avez sur n'importe quelle tablette la possibilité de regrouper des applications, donc de recommander des applications avec un titre, hein, c'est tout bête comme dispositif, mais pas souvent mis en œuvre. Et donc évidemment, on va nommer le dossier non pas la sélection des bibliothécaires, parce qu'on s'en fout, mais les 10 meilleures applications pour apprendre le code de la route. Vous voyez, on va partir du besoin de l'usager. C'est extrêmement important, hein, ça paraît des détails, mais en fait, tout le truc de la médiation, c'est là-dedans. Et puis, juste, je finis là-dessus. Je peux finir 3 minutes. Bon. Nous, ce qu'on avait fait dans les médiathèques du Val d'Europe il y a quelques années, c'était on avait fait un truc qui n'était pas du tout numérique, mais qui était un dispositif passerelle de médiation. On avait créé des étiquettes toutes bêtes. Alors, il y a plein de bibliothèques qui font ça aujourd'hui, mais on les avait designées avec notre charte graphique très moche de l'époque, je vous l'accorde, mais on avait marqué ce qu'en pense Yann, bibliothécaire. Première étiquette qui était une critique du livre avec une petite invitation sur le site internet en bas. Peut-être qu'on mettrait un QR code aujourd'hui bien foutu. Et ensuite, 4e de couverture, ce livre vous a plu, on vous conseille aussi. On rend lisible la médiation par capillarité sur le document lui-même. C'est bien d'acheter Guillaume Musso dans la bibliothèque en misant sur le fait que quelqu'un peut-être va passer à Proust. C'est pour caricaturer, c'est mieux de mettre que si vous avez aimé Guillaume Musso, alors peut-être pas Proust directement, mais vous pouvez aimer un autre titre. Et du coup, on décale un petit peu la recommandation. On a un énorme projet, je ne peux pas trop vous en parler maintenant, on a un énorme projet de réseau national de recommandations à la BPI qui verra de jour l'année prochaine et qui est pas mal situé sur ce principe-là. Et du coup, en fait, on a ces recommandations. Alors évidemment, on a des... Alors la première étiquette, c'est une critique. Facile à produire, la critique. Sauf qu'en fait, souvent, on va parler de coups de cœur. Moi, je déteste les coups de cœur, en réalité. Ça fait 10 ans aussi que je le dis. Les coups de cœur, c'est oui. Il n'y a que oui qui fait que des coups de cœur partout. Voilà. On peut aussi avoir un avis critique, négatif, nuancé, élaboré sur un contenu culturel. Pourquoi ? Parce que ça attire l'attention. Paradoxalement, on va porter une attention beaucoup plus forte à quelqu'un qui a fait l'effort d'expliquer pourquoi ce livre n'est pas génial, plutôt qu'à quelqu'un qui va dire « ouais, je mets une petite gommette coup de cœur et comptez sur nous, ça va être génial ». On ne sait pas qui recommande, on ne sait pas pourquoi on ferait confiance à tel bibliothécaire plutôt qu'à un autre, et au final, je ne suis pas certain de l'efficacité. Par contre, si on fait une critique, on va attirer de l'attention, hein, ne serait-ce que quand vous achetez un lave-linge sur Internet, vous allez voir votre lave-linge sur le site de Darty, vous allez regarder les avis de consommateurs, et vous avez 250 avis positifs en disant ce lave-linge est génial, et un avis qui dit non, il est tout pourri, il marche pas. Vous allez lire celui-là, les autres, vous vous en foutez. Voilà. Donc, c'est tout à fait important de partir du principe que on doit être, alors on ne doit pas démonter un auteur, évidemment, c'est pas l'idée. On doit dire pourquoi. Alors voilà, on avait cette règle-là, nous au Val d'Europe. On était interdit, on voulait des avis subjectifs sur les livres et non pas des 4e de couverture non plus, et non pas des coups de cœur. Voilà, c'était interdit de faire autre chose et pas de coups de cœur, voilà, sous peine de pendaison. D'ailleurs, à propos des coups de cœur, là, ou quoi, des coups de griffe plutôt, vous pouvez aller voir sur le blog de la bibliothèque Louise Michel, oui, qui a récemment publié un billet sur des BD qu'ils n'ont pas appréciés. Et en fait, c'était pas du tout le départ de leur billet, leur objectif, et puis finalement, ils se sont mis à critiquer, mais de façon alors, subjective, mais argumentée, les raisons de pourquoi ils n'ont pas aimé les BD en question. Alors ça a fait discuter, hein, au sein de la ville de Paris.
Voilà, mais c'est aussi se situer dans un environnement plus large. Sur Internet, vous allez sur un site comme Babelio, vous allez sur un site comme Sens Critique, les internautes passent leur temps à avoir des avis de lecteurs subjectifs. Ce qu'on veut, c'est des bibliothécaires qui soient capables de recommander, qui aient leur propre avis et qui soient des forces de recommandation. Voilà. Et que ça puisse se traduire, du coup, pour ceux qui n'ont pas forcément envie d'aller voir le bibliothécaire, par des étiquettes, hein, comme celle-ci. Là, c'est un autre exemple de Massi Palaiso. Ils ont créé des verdicts. Hein, voilà, les verdicts, ils sont sur les CD ou les DVD. C'est des citations. Ça peut être aussi une citation. Là encore, on n'est pas obligé de transformer toute son équipe en critique littéraire. On peut aussi faire acte de curation dans la critique déjà existante. Ici, c'est une citation de Télérama, bien choisie, efficace sur le titre, et tout à fait efficace. La culture se diffuse, c'est le dernier truc que je dirais, sinon je vais prendre trop de temps. La culture se diffuse par bouche à oreille. Depuis les années 50, les sociologues ont montré ça. Le premier, c'était Paul Lazarsfeld. Vous savez que c'est le truc des leaders d'opinion qui disaient qu'en fait, vous aviez beaucoup plus de chances d'être engagé politiquement si quelqu'un de votre entourage était engagé politiquement. Parce que du coup, vous aviez une vision beaucoup plus claire que ce qu'était l'engagement politique. Voilà. En réalité, songez vous-même à la manière dont vous avez été voir le dernier film que vous avez vu au cinéma. La plupart du temps, c'est parce que quelqu'un vous l'a recommandé, quelqu'un en qui vous avez confiance, ou parce que vous avez lu une source à laquelle vous accordez votre confiance. Télérama, parce qu'on peut aimer Télérama, oui. Les Inrocks, par exemple, mais on fait confiance à la marque ou à quelqu'un. Du coup, la question, c'est comment est-ce que les bibliothécaires, un bibliothécaire, un groupe de bibliothécaires, un réseau de bibliothécaires, peu importe, sont source de confiance dans la recommandation. Soit au niveau local, dans l'accueil, on fait déjà ça très bien dans le lieu, parfois. Comment est-ce qu'on déploie des dispositifs pour que les gens nous fassent confiance et qu'on les aide à être guidés dans la masse hallucinante des contenus disponibles? Je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais trop parler. Du coup, voilà, gardez juste en mémoire cette idée de l'attention, de capter l'attention des gens et de les aider à trier dans la masse des contenus disponibles. Et du coup, avec Thomas, on va faire une petite pause déjà, c'est ça? Et ensuite, avec Thomas, vous verrez comment tout ça peut s'organiser et se représenter, se déployer sur Internet. Merci pour votre attention.